Alors, je m'appelle Maurice Delanglois, je suis général de division de l'armée de terre française. J'ai été engagé dans différentes opérations nationales et multinationales. J'ai travaillé pour la défense européenne. J'étais l'un des premiers acteurs de l'Agence européenne de défense quand elle a été créée en 2005. Ensuite, j'ai été l'adjoint du représentant français au comité militaire de l'Union européenne de 2010 à 2012. Et après, j'ai terminé en tant que directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique qui est basé à l'école militaire à Paris, où j'ai continué à travailler sur les sujets de l'Union européenne, mais aussi d'ailleurs les sujets de l'OTAN. Optimiste. Je suis optimiste, modérément optimiste, mais optimiste quand même parce que nous avons constaté un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par les États membres qui vont permettre à la défense européenne de progresser. Tout d'abord, le Fonds européen de défense, dont je vais parler après, puisque vous allez poser des questions sur le sujet. Pour moi, c'est un tournant extrêmement important peut-être au niveau symbolique, parce que c'est la première fois que la Commission européenne va s'impliquer réellement dans des sujets de défense. C'est la première fois que la Commission européenne va s'impliquer dans le développement des capacités de défense et de programmes d'armement. Et pour moi, c'est une symbolique extrêmement forte puisque la défense européenne jusqu'à maintenant a été une défense à caractère intergouvernemental. Et là, on s'oriente vers un mixte du communautaire et de l'intergouvernemental. Le deuxième point concerne les travaux qu'on appelle la boussole stratégique. La boussole stratégique, pour moi, c'est la première étape d'un livre blanc européen. C'est l'évaluation des risques et des menaces partagées entre les États européens. Cet exercice-là, c'est une réussite. Bon, on n'a pas officiellement les résultats, mais les États membres convergent pour la première fois au niveau du partage de l'évaluation des risques et des menaces. Et puis le troisième point positif que je vais évoquer, ce sont les nouvelles opérations qui ont été lancées ces dernières années par l'Union européenne. Je vais parler de l'opération en Méditerranée, l'opération navale, et puis plusieurs opérations qui ont été lancées en Afrique du Nord, dans la région du Sahel, pour la formation des armées locales, des missions de formation qu'on appelle EUTM. Voilà les éléments positifs, donc c'est bien, mais peut faire plus parce que par rapport au niveau d'ambition qui a été réitéré plusieurs fois dans les traités, notamment dans le dernier traité de Lisbonne, c'est un niveau d'ambition extrêmement élevé. On voit que la volonté politique n'y est pas. Elle n'y est pas, elle est insuffisante. Il y a encore trop de réserves au niveau national, trop de craintes au niveau des États membres pour se lancer dans des opérations militaires plus conséquentes, plus engageantes, plus coercitives, et c'est bien dommage. Donc il y a d'un côté une réelle ambition politique qui est affichée et de l'autre, des résultats qui sont insuffisants. Et aussi des résultats insuffisants, notamment, non seulement au niveau des opérations, mais aussi au niveau du développement des capacités, au niveau de la coopération. On peut le regretter. Peut-être que les circonstances extérieures des 10 dernières années n'ont pas été favorables, mais je ne peux constater que cela. Mais peut-être que pour revenir à mon approche réellement optimiste, nous n'avons pas le choix. Quand nous regardons les autres options, c'est bien la défense européenne qui est la seule option valide et valable sur laquelle il faut travailler malgré les difficultés. C'est une question extrêmement intéressante. Tout d'abord, pour moi, le Fonds européen de défense va favoriser le développement de la défense européenne. La finalité, il s'agit bien de l'engagement de force des États membres en opération pour la défense européenne. Bien entendu, pour que l'on puisse être crédible et engagé de manière conséquente, il faut absolument que l'on ait des moyens, des équipements qui soient performants et qui soient partagés peut-être pas par tous, mais par une majorité des États membres. Et là, c'est là où l'industrie de défense entre en ligne de compte. C'est une révolution aujourd'hui d'avoir pour la première fois un fonds qui soit voté au niveau communautaire.
c'est la Commission européenne qui s'empare de sujets de défense. Il y a d'autres éléments qui montrent que la Commission s'intéresse réellement au sujet de défense, mais c'est la première fois qu'on aura un fonds qui va permettre de développer des équipements qui seront, eux, opérationnels. Bien entendu, avant, on avait déjà des fonds qui servaient au niveau de la recherche et de la technologie, mais maintenant, on va être capable, avec des fonds européens, de pouvoir développer ces fameux équipements dont la défense européenne a besoin, dont les États membres ont besoin aussi. Donc c'est la première fois que finalement on voit un glissement entre le pur intergouvernemental, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est la règle de fonctionnement de la PSDC, et vers un mixte entre l'intergouvernemental et le communautaire. Donc même si on n'a pas le volume total des 13 milliards d'euros que l'on espérait, pour moi, on a engagé un mécanisme qui est forcément vertueux parce qu'on aura la possibilité d'utiliser ces fonds pour développer ces fameuses capacités. Et là, les industriels ne s'y sont pas trompés. Les industriels s'intéressent énormément. À partir du moment où vous avez des financements, là, ils savent qu'on ira jusqu'au bout, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Voilà. Aujourd'hui, entre l'idée d'une défense européenne forte avec des moyens qui seraient dédiés au niveau européen, donc avec une organisation qui serait différente, il s'agit bien de viser une défense commune, je le rappelle, c'est inscrit dans les traités. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui continuent à acheter américain. Vous avez cité la Pologne et la Hongrie, mais enfin, moi je pourrais parler de l'Italie, je pourrais même parler de l'Allemagne, de l'avion de chasse, du F-35. Il y a toute une communauté de pays européens qui achètent le F-35. La grande question se pose d'ailleurs sur son successeur, et avec notamment le succès du futur programme SCAF. Donc il y a vraiment un changement des mentalités qu'il faut établir. Ce que je constate avec recul que je peux avoir, c'est que quand on a créé l'Agence européenne de défense, c'était vraiment sa vocation à renforcer les coopérations et à renforcer la base industrielle et technologique européenne avec des initiatives de base capacitaire. Donc quand on développait des projets avec l'expression d'un besoin commun, les experts des différents États arrivaient vraiment à converger. Et on a écrit des documents d'expression communs pour des futurs équipements. Mais là où le bas blessait, c'est que quand il s'agit de mettre sur la table des financements, eh bien, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de volonté commune. Il y avait une crainte finalement de s'engager sur un programme en coopération avec des financements qui seraient fournis directement par les États membres concernés. Et là, eh bien, on a la possibilité de financer 20 à 30% d'un programme d'armement avec des fonds communs, des fonds communautaires. Et je crois que c'est vraiment un moyen de rallier ces pays qui ont encore des politiques nationales fortement orientées vers l'industrie américaine, parce que l'industrie américaine permet d'amener une certaine sécurité que nous ne sommes pas capables de produire et de proposer au niveau européen aujourd'hui. Oui, c'est la voie. Et il faut y aller. Pour moi, c'est la voie de la coopération, c'est la voie du développement de cette base industrielle et technologique que nous souhaitons tous au niveau européen. Et c'est vrai qu'il y a une fragmentation extrêmement importante entre les différentes industries d'armement. On sait que c'est difficile, mais on a déjà réussi par le passé. Mais vous évoquez le SCAF, mais on peut évoquer aussi la coopération au niveau de l'armement terrestre, le futur char de combat terrestre. On peut évoquer la coopération au niveau des drones, ce qu'on appelle le ROMAL. On peut évoquer aussi la coopération en matière de cyber, en matière de renseignement. J'espère qu'on va pouvoir développer la coopération au niveau de l'observation spatiale. Donc vous avez tout un tas de projets qui sont en cours, notamment au travers de la coopération structurée permanente. Donc on voit bien que tout ça, ça bouge. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que cette coopération structurée permanente doit nous permettre de développer des programmes en coopération, et des programmes en coopération qui permettent de développer la défense européenne et aussi de remplir un certain nombre de gaps capacitaires que nous avons au sein des États membres. Les différentes cultures stratégiques sont un frein. On a
une histoire en Europe, une histoire qui est difficile, mais il faut s'en souvenir pour expliquer que finalement nos cultures ne sont pas divergentes, mais elles revêtent un caractère différent. Et notre souci, c'est peut-être au niveau conceptuel déjà de nous rapprocher. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse dans les programmes de coopération, c'est d'abord d'avoir des équipements que l'on puisse partager en commun, notamment au niveau de l'interopérabilité, et c'est très important pour des militaires, et avec des conséquences en matière de formation commune, de pièces communes, de soutien commun, et puis de partage de capacités. Mais tout ça, c'est peut-être, il ne faut pas l'oublier, ça permet de renforcer nos capacités déjà nationales que l'on va mettre à disposition d'un niveau européen pour mener nos opérations. Le SCAF est une belle initiative, il faut la soutenir, il ne faut pas être pessimiste. On sait que c'est très difficile la coopération parce que pour nous, ça n'est pas naturel. On préfère travailler en national, on le sait bien, mais il faut être réaliste. Et il faut être crédible, et on sait que c'est la seule voie qui nous permet de faire des économies d'échelle, des économies en matière de finances, et de se rapprocher, et notamment au niveau de l'emploi de nos forces en opération, puisque, je le rappelle, en tant qu'opérationnel, pour moi, c'est vraiment la finalité. Pour que cette finalité soit remplie, il nous faut renforcer notre industrie de défense au niveau européen. La boussole stratégique, son premier travail, c'était d'établir un catalogue de risques et de menaces au niveau européen que nous partageons. Et cet exercice, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, mais peut-être pas à un niveau aussi officiel que celui qui vient d'être fait et qui est en cours. Et pour moi, la boussole stratégique, c'est la première étape pour arriver à une sorte de livre blanc européen. Et le livre blanc européen, c'est l'approche stratégique de la défense européenne, telle que nous la concevons au niveau de l'ensemble des États membres européens. Et pour moi, c'est vraiment la première étape. Si, au niveau conceptuel, on n'est pas capable de travailler sur un rapprochement de structures stratégiques, eh bien, on ne pourra pas mettre en œuvre et développer ces capacités européennes, et notamment cette industrie de défense européenne. Derrière tout ça, vous voyez qu'il y a une vraie logique. Si on a les mêmes objectifs, si on a la même volonté que l'on partage au niveau européen, eh bien, on sera capable de mettre en œuvre des moyens, d'abord financiers, ensuite des moyens en termes de recherche et technologie, après des moyens en termes de recherche et développement, de manière à développer non seulement des équipements, mais aussi des capacités communes. Et quand je parle de capacités, je pense que c'est très important que nous ayons en tête que les capacités ne concernent pas uniquement des équipements communs, mais aussi une manière de voir, une manière d'être organisé, d'être entraîné en commun et ensuite d'être engagé en commun. Peut-être donner un exemple qui se passe actuellement au Sahel, puisque vous savez que notre président a décidé de retirer nos troupes, mais ça se fera d'abord d'une manière progressive. Mais vous avez des exemples de participation européenne qui sont extrêmement intéressants, notamment en matière d'engagement des forces spéciales, et puis au niveau de soutien et des équipements qui sont mis à disposition. Et là, j'ai en tête, par exemple, les Danois qui ont mis en place des hélicoptères de transport lourd. Vous savez que nous, en France, on n'a pas d'hélicoptères de transport lourd. Et les hélicoptères danois, pour nous, sont d'un soutien et d'une aide extraordinaire. Il y a d'autres exemples, bien entendu, en matière de partage de renseignements qui sont extrêmement intéressants, non seulement d'ailleurs avec des pays européens, mais avec d'autres États comme les Américains. Tout ça, c'est extrêmement prometteur, mais encore une fois, il faut faire preuve de patience parce qu'on a le poids de l'histoire, on a les enseignements de l'histoire, on ne peut plus jamais ça bien entendu, mais qui doivent nous pousser à nous rapprocher, même si nous avons des divergences de point de vue que nous constatons tous les jours. Mais je veux être résolument optimiste. Et puis quand même, ce que je peux dire aussi, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas les moyens de continuer à travailler uniquement en national. Il faut donner cette visibilité, cette crédibilité au niveau européen. L'innovation, il faudrait que les États membres fassent des efforts au niveau budgétaire pour financer une recherche de défense qui soit suffisamment efficace. Ce que l'on constate depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, c'est que 70%, même voire 80% des efforts
en matière de recherche et de technologie sont fournis par 4 principaux pays, la France, l'Italie, la Suède et l'Allemagne, et ça n'est pas suffisant. Quand vous regardez les efforts de défense des États membres, vous en avez qui ne font pas assez d'efforts. Il faudrait harmoniser, en fonction bien entendu de leur capacité financière et de la taille des pays, mais il faudrait harmoniser cet effort de défense financier, et notamment en matière de recherche et technologie. Parce que si on ne fait pas un minimum d'efforts en matière de R&T, on ne sera pas capable d'innover. Or, l'innovation en matière de domaine cyber, en matière d'intelligence artificielle, dans les nanotechnologies, la biotechnologie, au niveau des terres rares, d'ailleurs, là aussi, il y a des efforts très importants à faire. On a des technologies critiques qui sont la clé pour développer nos capacités autonomes et notre autonomie stratégique. Il faut passer par là. Donc, peut-être mon message, c'est dire d'abord, faites un effort au niveau budgétaire et après le reste suivra, et notamment avec ce Fonds européen de défense communautaire qui va nous permettre de progresser. Donc voilà peut-être le message que je peux donner.